Nos futurs. En ce moment, la planification territoriale a la fâcheuse tendance à se transformer en foire d'empoigne autour d'un tableur Excel. C'est une forme de lutte pour la place, artificialisable, obnubilée par un présent simpliste, alors que l'on aurait bien besoin de travailler collectivement des futurs compliqués. Et si c'était le moment de renouveler la prospective territoriale dans cette période de turbulence ? Les crises écologiques imposent de regarder le temps long en face. Alors on observe ici et là émerger des démarches de prospective intéressantes. Elles sont souvent découplées de l'élaboration des documents de planification urbaine et vont même parfois jusqu'à transgresser les frontières administratives. J'ai eu l'occasion d'en suivre quelques-unes, mais surtout d'échanger récemment avec Iba de Bouc, qui est intervenu pour AREP dans plusieurs démarches de ce type. Je vous invite à écouter cette discussion dans le podcast qui suit. J'en tire plusieurs pistes. D'abord que le temps où l'on se choisissait un futur est révolu. Non seulement les crises écologiques réduisent notre champ de liberté, mais elles nous font rentrer dans une époque marquée par l'incertitude, notre rente turbulente. Affronter cette crise du brouillard commence donc par renoncer à arbitrer entre des scénarios, pour garder les futurs toujours au pluriel, et regarder les plus confortables en face. Mais sortir d'une planification déterministe qui pave le chemin vers un futur aussi optimiste que vain n'est pas non plus renoncer à l'action et à notre capacité à agir. Bien au contraire. La prospective n'est pas un passe-temps théorique, c'est un puissant moyen de passage à l'action. Penser après-demain permet de prendre aujourd'hui des décisions éclairées par le détour prospectif et de structurer des plans efficaces, car adaptables. C'est justement parce qu'il y a urgence à agir qu'il faut plus que jamais regarder au loin. Je retiens surtout de cette conversation que la prospective ne doit pas rester l'œuvre d'experts. Nos futurs, pour reprendre le titre de l'excellent podcast du CAUE de Haute-Savoie sur le sujet, nos futurs sont de magnifiques sujets de conversation démocratique qui doivent désormais être pleinement entre les mains des citoyens. Ce sont aussi de formidables moyens de dessiner une vraie coopération territoriale qui sera déterminante pour gérer les crises comme pour mener les transitions. Et si s'imaginer des futurs communs, au-delà des frontières des institutions, était le meilleur moyen pour faire territoire ? Des lieux, des gens et des liens tissés en s'imaginant des futurs à soi. Quoi de mieux pour revenir convaincu de la nécessité de mener collectivement les transitions nécessaires ? Bonne écoute. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent. L'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public notait pour venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde demain. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Iba de Bouc, bonjour. Bonjour. Iba, tu diriges l'équipe territoire d'AREP et tu es impliqué à ce titre dans des démarches de prospective territoriale. Et ça t'a amené à fréquenter les futurs possibles d'Annecy, de Genève, de Dax ou du Duché du Luxembourg. C'est pour partager tout ça que j'avais envie que l'on échange. Déjà, pour essayer de comprendre ce qu'est la prospective territoriale, et puis aussi comment peut-être que c'est le moment de la renouveler dans une période de turbulence. Mais commençons peut-être par le commencement. De quoi parle-t-on ? Qu'est-ce que la prospective territoriale ? Finalement, on se projette souvent dans le futur, en urbanisme, avec des documents de planification, etc. Planification, des documents... et ou prospective, c'est quoi la différence ?
Alors déjà, peut-être qu'on va commencer par la définition de prospective, définition de planification. Ensuite, j'expliquerai en quoi ces deux pratiques ou ces deux méthodes de réflexion se différencient essentiellement dans le monde de l'aménagement. Donc la prospective, si je commence par la prospective, donc on voit énormément d'études prospectives sortir dans le monde de l'aménagement, souvent en lien avec les questions de transition écologique. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que les enjeux climatiques, les enjeux écologiques sont des enjeux du temps long et que aujourd'hui, il faut intégrer les enjeux du long terme dans les politiques publiques d'aménagement, dans la vision d'aménagement, et donc on a besoin de nouvelles disciplines, de nouvelles méthodes de réflexion, nous invitons à le faire. La prospective, alors, ça a été défini comme une discipline, parfois, comme une méthode de réflexion, dès le début du XXe siècle. Ça a été structuré, on va dire, dans les années 50 par deux pères fondateurs en France, Bertrand de Jouvenel, Gaston Berger. C'était une affaire d'experts, donc très cloisonnée, très fermée, c'était pas ouvert au grand public, aux acteurs économiques, aux acteurs privés, etc. Et l'objectif de cette méthode de réflexion, c'était d'explorer des futurs possibles, des scénarios, des chemins, des trajectoires, dans le but d'éclairer des orientations politiques, des visions stratégiques. Donc l'objectif, c'était clairement de comprendre pour anticiper, pour ensuite agir. Et donc, en résumé, on peut aussi dire que la prospective cherche à orienter les décisions en procédant en 4 étapes, en cherchant à répondre à 4 questions. Donc d'abord, on s'intéresse à l'évolution possible du monde de la société. Donc, que peut-il arriver demain? Donc ça peut être une sorte de socle fondateur de la réflexion, où par exemple, dans les études d'aménagement, on va considérer les croissances démographiques, le changement climatique, etc. Ensuite, que pouvons-nous faire? Donc là, c'est du domaine de pouvoir. Donc on s'intéresse aux options possibles, aux fameuses trajectoires dont j'ai parlé, donc les différentes possibilités qui s'offrent à nous en tant que concepteurs, mais aussi aux politiques, aux élus, aux techniciens pour mettre en place des visions nouvelles et innovantes. Que voulons-nous faire? Donc la prospective interroge le choix politique face à ces différentes options, mais aussi face aux incertitudes, parce que dans la prospective, il y a de l'incertitude, et je vais revenir un peu plus tard là-dessus. Et ensuite, comment allons-nous faire? Donc bien que la prospective ait un côté extrêmement exploratoire, où elle s'intéresse au champ des possibles, elle peut avoir un atterrissage planificateur. Et donc, c'est là où il y a le lien avec la planification, qui est une autre manière d'agir sur le futur. Donc, la planification stratégique est utilisée en général pour organiser une succession d'événements d'action à un horizon cible précis qui dépasse l'horizon de l'action politique ou le mandat politique. Donc, la planification, ça est quelque chose d'assez déterministe, assez certain, contrairement à la prospective qui, elle, accepte l'incertitude. Donc, la prospective va s'intéresser à ce qui est possible, souhaitable, probable, alors que la planification, c'est vraiment des actions pour aboutir à un horizon cible à un moment donné. Mais par contre, les deux disciplines, bien que très différentes, ne sont pas exclusives les unes des autres. Donc, on est vraiment dans le grand domaine de la futurologie, donc les explorations possibles du futur. Et la prospective peut venir anticiper un exercice planificateur. C'était le cas, par exemple, sur le Grand Annecy, où on a exploré des scénarios, un peu sur le modèle des scénarios de l'ADEME, et l'objectif final, c'était d'orienter les choix politiques pour l'établissement d'un PLUI-HMB, un PLU intercommunal habitat mobilité climatique. Donc là, c'est clairement du cadrage réglementaire, stratégique, qui s'apparente plutôt à de la planification. Donc là, on organise le chemin sur la planification. On s'est dit où on voulait aller et on organise le chemin. Mais ça pose, je rentre directement dans le cœur des, je sais pas si c'est une controverse, mais en tout cas une question de fond, c'est-à-dire à partir du moment où on parle d'incertitude, est-ce que vraiment on peut choisir un futur? Et à un moment se dire on s'est choisi ce futur-là parce qu'il est plus probable ou parce qu'il est plus souhaitable ou parce qu'il est plus joli, voilà. Et puis ensuite on va planifier finalement le chemin vers ce futur-là. C'est en quoi est-ce que on est à une période, en tout cas c'est la question que je me pose, auquel t'as pas nécessairement la réponse, mais où quelque part ce regard vers le futur il nécessite d'être pluriel. Modestique a sans doute la prospective en général, mais quelque part sur la fin de l'exercice,
patatrac, on choisit un futur et ensuite on organise, on fait de la prospective, on a des grands plans, des flèches, des tableaux Excel, des machins, des trucs. Alors, donc je reviens sur la question justement de la transition écologique. Je disais tout de suite que la question écologique ne peut se penser qu'à l'échelle du temps long, donc la préservation de la planète, la protection des ressources, etc., nécessite de voir loin. D'ailleurs, prospective, ça veut dire voir loin, je crois, en étymologie. Et donc, on se rend compte qu'il y a besoin de voir loin, mais on se rend compte aussi que l'action publique a toujours eu du mal à anticiper le long terme, et les politiques publiques structurelles ont eu du mal à anticiper le long terme pour des raisons pratico-pratiques de temporalité de mandat politique. En fait, c'est beaucoup plus confortable pour un politique de se projeter dans le court terme parce qu'il est plus visible, plus perceptible par les électeurs et plus en phase avec les enjeux électoraux, etc. Et deux, comment se projeter dans un long terme alors que normalement on a un cadre de pilotage, de mandat, un cadre de budget, etc. Donc on est vraiment dans la certitude politique. Mais on se rend compte aussi que dans les politiques publiques structurelles, le temps long a toujours été anticipé pour faire face à des crises exceptionnelles ou des situations exceptionnelles. Si on prend par exemple la reconstruction des villes post-Seconde Guerre mondiale, si on prend en compte même la transformation de Paris sous Haussmann, sous le Second Empire, c'était pour répondre à la question de l'insalubrité. La reconstruction des grandes villes européennes post-guerre, c'était pour répondre à la crise du logement et besoin d'héberger les populations. Et donc, on sait faire, on sait regarder le temps long, on sait s'intéresser au temps long quand on est face à une crise. Et aujourd'hui, la transition écologique, c'est un bouleversement majeur qui nous incite à penser autrement notre rapport au futur. Ensuite, donc effectivement, il y a ce futur dont on n'est pas certain, parce qu'il y a effectivement une partie que l'on maîtrise, parce qu'il y a des experts et des scientifiques qui nous expliquent que il y a un changement climatique. Oui, ça c'est pas... Malheureusement, c'est la partie la moins noble de l'histoire du futur. Voilà, donc là, c'est clair, c'est le bazar. Par contre, de là à dire qu'à Dax, ça aura tel et tel impact et pouvoir s'organiser dans le détail, on n'en est pas là du tout. Et sans doute, on n'en sera jamais là. C'est-à-dire qu'il y a une part d'incertitude qui fait partie de cette crise. Une crise du brouillard, quelque part. Oui, tout à fait. Et en fait, donc, il faut se projeter dans le temps long. Il faut essayer d'anticiper. Donc, il faut même explorer de chemins. Donc, il vaut mieux faire l'exercice prospectif d'une manière complète, c'est-à-dire s'intéresser à plusieurs manières d'atteindre un but donné. Mais il ne faut pas oublier un autre temps qui est extrêmement important aussi, qui est le court terme. Parce qu'effectivement, il faut penser demain. Il faut mettre demain au cœur du dispositif décisionnel. Mais il faut agir aujourd'hui, au plus vite, maintenant, parce qu'on est dans une situation d'urgence écologique. Et donc, l'objectif de l'exercice prospectif, c'est pas de dire il y a un futur écrit dont on est sûr et une trajectoire qui permet d'atteindre l'ensemble des objectifs, etc., mais de dire que il y a donc des données du futur que l'on connaît, il y a des données du futur que l'on maîtrise pas, c'est pour ça qu'on peut y aller de plusieurs manières différentes, voilà, de explorer des trajectoires. Et puis, on peut essayer de retenir telle ou telle manière de faire. On peut choisir des scénarios hybrides pour permettre de nourrir l'action aujourd'hui. Et ensuite, ça ne veut pas dire que l'action aujourd'hui, jusqu'en 2050, elle va être forcément dictée, écrite par un plan précis. On a toujours ajusté les plans en fonction des temporalités, etc. Mais pour moi, l'objectif, c'est pas dire la trajectoire est certaine, mais en tout cas, il faut agir aujourd'hui. Donc, il faut avoir un plan, il faut avoir une stratégie. Et donc, la stratégie, on peut l'ajuster sur 20 ans, 30 ans, et on va forcément l'ajuster, mais elle permet surtout de nourrir l'action immédiate. Elle permet de nourrir l'action du temps court. Oui, c'est important que tu le rappelles, hein, parce qu'on voit bien aussi que j'ai pu vivre ça sur un territoire métropolitain il y a quelques mois. Il y a une espèce de difficulté, notamment pour des élus qui sont confrontés à des demandes du quotidien, à des prises de décision là immédiates, etc., à se projeter sur un futur très long. Certains sont dans l'exercice et le prennent comme un exercice. Et à un moment, on ferme la porte et c'était sympa votre truc. Maintenant, nous, on va bosser. Et puis d'autres le rejettent complètement. Non, parce que parler de 2050, c'est éthéré, c'est théorique, etc., alors qu'on a des problèmes ici et maintenant. Mais non, là, tu le rappelles bien, aller voir loin, c'est se donner les moyens de prendre les bonnes décisions aujourd'hui. Tout à fait. Tout à fait. Et il y a juste un autre élément aussi dans le besoin de se projeter dans des trajectoires ou dans des possibles, dans le champ des possibles,
c'est que donc, je vais parler d'imaginaire, d'imagination. Donc, c'était vraiment quelque chose qui relevait plutôt du champ du rêve, de l'art, de la fiction. Mais on se rend compte que, bien que écartée souvent de la réalité politique, la créativité que l'imaginaire nécessite peut avoir une influence absolument pas négligeable sur la réalité politique, en permettant d'imaginer des possibles et surtout en essayant de les traduire dans la représentation humaine. Et donc aujourd'hui, quand on parle par exemple de transition écologique, on parle de changement de paradigme, on parle de changement de repères sociaux, sociétaux, etc. Par exemple, dans plusieurs territoires où on a travaillé, on ressent qu'il y a une inquiétude globale par rapport au modèle de développement, par rapport au discours sur le changement climatique, aux limites, etc. Donc, on parle beaucoup de futur désirable, futur durable, futur soutenable. Et aujourd'hui, il faut construire ces visions. Il faut donner à voir des manières de faire. Il faut explorer des nouvelles manières de se nourrir, de se déplacer, de consommer, qui permettent de sortir du cercle qui a engendré l'ensemble de ces impacts sur la planète, les écosystèmes, etc., et d'imaginer d'autres modèles plus vertueux qui peuvent donner envie aux élus, qui peuvent donner envie aux populations. Et la prospective est extrêmement intéressante pour cela, parce qu'elle permet de stimuler délibérément les imaginaires pour nourrir ces visions nouvelles et innovantes avec une exploration des nouvelles manières de faire. Donc pour moi, sans forcément donc être dans la fiction, etc. Donc, c'est parce que ça peut être critiqué aussi l'exercice prospectif par certains élus, par certains hommes politiques qui ont besoin de quelque chose de très concret et qui ont l'impression que la prospective s'éloigne de la réalité. En fait, on a besoin de se figurer l'impensable, le lointain, le différent pour nourrir des nouvelles manières de faire. Donc, c'est juste un aller-retour entre la réalité et ce qui ne relève pas de la réalité pour enfin nourrir la réalité politique, etc. Alors, je voulais revenir aux réalités, en fait, parce que là, manifestement, vous êtes, avec AREP, parti dans les futurs de ces territoires. On est en train de parler de territoires, de grands territoires, et on est en train de parler de loin. On connaît AREP plutôt pour des choses extrêmement concrètes, des gros objets certes, mais une gare, c'est pas un territoire. Et puis des vrais travaux bien concrets qui durent longtemps, qui sont compliqués, etc. Voilà. Qu'est-ce que vous venez faire dans cette galère? Alors, peut-être pour rappeler ce que c'est AREP pour les personnes c'est ça. Et dis-nous ce que c'est AREP aussi, bien sûr. Et que nous connaissent peu, peut-être. Donc, AREP est une agence pluridisciplinaire qui est née il y a plus de 20 ans, il y a plus de 25 ans. C'est l'agence des gares, traditionnellement. Donc, on est une filiale à 100% de SNCF Gares & Connexions, avec un savoir-faire, donc à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale, sur les gares, les objets gares et le monde de la mobilité. Mais petit à petit, depuis la création d'AREP, autour de cet ADN de mobilité, il y a une diversité de métiers qui sont développés, dont le métier de l'urbanisme. Donc la direction que je pilote, la direction de territoire, c'est la direction qui regroupe les métiers de l'aménagement du territoire, donc l'urbanisme, le paysage, la mobilité, etc. Et puis, on était dans le client unique SNCF Gares & Connexions, mais petit à petit, notre savoir-faire a été recherché par d'autres maîtrises d'ouvrage, et nous aussi, on a cherché à répondre à des sujets auprès d'autres maîtres d'ouvrage. Donc, on a un ADN fort sur la question de la mobilité, que l'on retrouve systématiquement quasiment sur toutes nos études à l'échelle urbaine territoriale, mais on a aussi un engagement très fort sur la question de la transition écologique, depuis l'arrivée de notre président, donc Raphaël Bénard, en 2018, l'arrivée de notre directeur général, Philippe Bibix, l'agence a réécrit sa stratégie autour d'un positionnement fort sur les enjeux écologiques, parce que on est une très grande agence, on compte plus de 1000 collaborateurs, on est le premier employeur de diplômés d'architecture en France. Donc on pense que l'on porte une certaine responsabilité. En plus, en tant que filiale de SNCF Gares & Connexions, on travaille sur un patrimoine
énorme qui appartient justement à notre maison mère, les 3000 gares, les 10 millions de mètres carrés, etc. Donc c'est un champ formidable pour penser la ville sur la ville, l'urbanisme circulaire, donc des choses que tu connais très bien, Sylvain, dont tu parles très bien. Donc on pense que par notre positionnement comme grande agence pluridisciplinaire, par le fait qu'il existe énormément de métiers à REP, donc une pluridisciplinarité qui nous permet d'avoir une approche systémique, et on sait aujourd'hui que la transition écologique ne peut se penser qu'avec une vision systémique. Voilà, donc tout ça nous a poussé à réécrire la stratégie de l'agence il y a quelques années, avec la volonté de participer à accompagner les territoires à inventer un futur post-carbone. Et c'est pour cela qu'on s'est positionné dès 2020-2021 sur des études de stratégie territoriale autour de ce monde post-carbone, avec des questions autour de la mobilité, la transition agricole et forestière, la transition du patrimoine bâti, la sobriété foncière, etc. Voilà. Donc un ADN mobilité, mais un ADN aussi très fortement engagé sur la question écologique. Et juste une petite précision, en tant qu'agence des gares, on est à l'interface de deux mondes, le monde de l'architecture et le monde de la mobilité. À eux deux, c'est 50% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a une responsabilité vraiment énorme, parce qu'on agit sur deux champs qui sont particulièrement émissifs. Alors, une responsabilité, c'est bien. Après, avoir envie de l'assumer, c'est autre chose. Ouais. Quitte à s'égarer, c'est-à-dire à aller loin sur ces exercices. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu puisque c'est récent, vos premiers pas, à la fois sur cette grande échelle de temps et d'espace? Alors, en ce qui me concerne, donc dès 2020, donc c'était au moment de l'écriture de la stratégie de l'agence, on a vu sortir une mission extrêmement intéressante donc au Luxembourg. Ça concernait pas uniquement le Grand-Duché du Luxembourg, mais aussi sa région fonctionnelle, donc des communes françaises, allemandes et belges dans un contexte transfrontalier. Et les contextes transfrontaliers sont extrêmement intéressants sur les sujets de transition, parce qu'on a des points durs. Et donc, on a vu une consultation sortir, pilotée par le ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Énergie au Luxembourg, sur imaginer un futur désirable, soutenable, durable pour le Grand-Duché du Luxembourg et sa région fonctionnelle, sachant que le Grand-Duché du Luxembourg, c'est le pire élève de l'Europe en matière d'empreinte carbone. On a l'empreinte la plus élevée d'Europe et on est sur la 3e empreinte la plus élevée du monde, après le Qatar et l'Australie. Bon, ça change selon les classements. Donc, il y avait un défi qui était énorme, un contexte transfrontalier très particulier où notamment la question de la mobilité est absolument importante parce que c'est le premier poste d'émission de gaz à effet de serre. Et donc, on a fait partie de 10 équipes, puis 6 équipes, puis 3 équipes, puis 4 équipes, à la fin. Et avec 3 autres équipes, donc c'était aussi un travail collectif, on a écrit une stratégie de transition de ce territoire à l'horizon 2050, où nous, on a travaillé plus particulièrement à REP sur 3 sujets. La question de la mobilité, donc le fameux point dur, l'élément structurant des territoires transfrontaliers. Donc comment on décarbone la mobilité dans un territoire transfrontalier à l'horizon 2050. La question de la limitation d'artificialisation des sols, et c'est là où on a proposé le zéro artificialisation brute, parce qu'on a découvert que le territoire disposait d'un patrimoine artificialisé absolument énorme, et même le patrimoine bâti, avec le taux de vacances, le taux de sous-occupation, avec les mètres carrés existants, on arrivait à héberger toute la population à l'horizon 2050, avec une logique d'accroissement de la population, donc on a proposé le zéro artificialisation brute. Et la 3e thématique, c'était la transition agricole et forestière, où on a travaillé avec Sorbonne Université, Lucas Badi, Tactique, sur la transition de modèle, le changement de modèle sur l'exploitation agricole, l'exploitation forestière, etc. Donc c'était extrêmement passionnant, ça devait nourrir une sorte de plan directeur d'aménagement du territoire pour conduire une trajectoire de transition sur ces thématiques. Il y a eu d'autres propositions qui ont été faites par les autres équipes, notamment sur la transition énergétique. Donc là, on était vraiment dans l'exercice de projection dans le futur. Après, pour certaines personnes, c'est pas tout à fait de l'exercice prospectif, parce que c'est ce que j'ai expliqué. La prospective, on va explorer plusieurs scénarios, plusieurs manières de faire, etc. C'est pas tout à fait ce qu'on a fait sur Luxembourg. Mais presque au moment de la fin de la mission Luxembourg, on a vu une autre consultation sortir
sur le Grand Annecy. Donc là, c'est pas du tout la même échelle, pardon. Ce qui dit quand même des choses sur le fait que ces territoires s'inspirent entre eux. S'inspirent, se posent des questions. Là, c'est le Grand Annecy, il y a eu le Grand Genève, etc. On a du transfrontalier. Etc. Donc, on se retrouve avec des grands territoires qui sont pas nécessairement des échelles institutionnelles, qui se posent des questions de futurs distants. Enfin, voilà, moi, je parle beaucoup de vertige, tu disais de questions, des angoisses, des inquiétudes, je sais plus. Enfin, voilà, on a un contexte où on ne sait pas ce qui va se passer demain. On a besoin d'aller voir après-demain. Tout à fait. Pour rassurer quelque part. D'ailleurs, le Grand Annecy, c'est bien qu'on reparle d'inquiétude, parce que l'une des raisons qui a poussé le Grand Annecy et le CAE de Haute-Savoie, parce que notre mission était portée par le CAE de Haute-Savoie, de choisir la prospective et de partir dans cette étude prospective, c'était qu'ils sortaient d'un grand épisode de consultation citoyenne avec la mise en place d'un observatoire citoyen qui s'appelait Imagine le Grand Annecy, qui a révélé deux principales choses. La première, donc très positive, un attachement très fort des habitants à leur cadre de vie, au paysage, aux lacs, aux montagnes, à l'attractivité aussi, économique, commerciale, salaire, parce qu'on est à 40 km de Genève. Donc ça, c'est un peu le versant positif de la consultation citoyenne. Mais il y avait un autre versant plus négatif, qui était une inquiétude exprimée par les habitants par rapport au modèle de développement du territoire, qui est vécu comme plutôt subi que planifié depuis des dizaines d'années. Parce qu'il faut savoir que Annecy et toute l'agglomération a doublé de population entre les années 60 et aujourd'hui. C'est évidemment pas sans lien avec la question de l'attractivité, ces beaux paysages, etc. Et que cela a généré, avec le temps, des fragilités locales, comme par exemple la saturation des infrastructures, la pression immobilière, la pression foncière, etc. Et d'autre part, il y a une fragilité globale qui inquiète aussi énormément, c'est le changement climatique, parce que le Grand Annecy est en contexte alpin. Et en fait, en contexte alpin, on voit le paysage se transformer, le paysage dont on est si fier, parce qu'on a 2 fois plus de réchauffement climatique que la moyenne mondiale. Et les habitants d'Annecy, du Grand Annecy, les élus du Grand Annecy ont vu, par exemple, leur lac baisser avec un marnage important en période estivale il y a quelques années. Ils voient leurs montagnes, les résineux qui se transforment en feuillus à basse altitude, enfin qui sont remplacés par des feuillus à basse altitude. Ils voient aussi leur modèle d'exploitation agricole qui est quasiment unique, les alpages, les cultures fourragères, le reblochon, qui est menacé par ce changement climatique parce qu'ils ont des sécheresses de plus en plus violentes et fréquentes en période estivale. Oui, donc là que ça devient sérieux, si le reblochon est touché. Tout à fait. Et donc, et même la ville d'Annecy, c'est l'une des villes les plus concernées par l'effet d'îlot de chaleur urbain aujourd'hui. Et donc, ils étaient inquiets. Donc, qu'est-ce qu'on leur propose? Donc, le CAE de Haute-Savoie a proposé de faire appel à la prospective pour explorer des nouvelles manières de faire qui permettent de proposer un nouveau modèle de développement qui, lui, sera planifié parce qu'ils étaient en train de mettre en place leur PLU-HMB, leur fameux PLU-HMB, le 3e PLU bioclimatique de France après Paris et Strasbourg. Donc, pour inspirer ce cadre stratégique, l'idée, c'était de faire appel à un groupement piloté par une agence d'urbanisme, donc 3 visions différentes du territoire. Ils nous demandaient 3 chemins, mais ils avaient en tête vraiment aucune idée de ce que ça pourrait être, ces 3 visions différentes, qui permettent d'inspirer les élus, d'inspirer les citoyens, donner à voir des trajectoires différentes qui peuvent ensuite nourrir le PLU-HMB. Donc pour parler un peu de la méthode, justement, puis tu nous parleras aussi des conclusions. Je ne sais pas si on peut pas d'ailleurs parler de conclusions dans ce cas-là, mais c'est en amont du document réglementaire, donc du document de planification, on a une équipe qui est mobilisée pour produire 3 futurs en fait, pour imaginer 3 futurs. D'accord. Tout à fait ça. En fait, on a utilisé aussi, donc on était vraiment entre imaginaire et métrique. Donc l'imaginaire. Alors métrique, tu vas nous dire ce que c'est. Je sais bien que chez AREP, il y a une culture du tableau en croix là, mais porté par certains que je ne nommerai pas. Mais donc c'est quoi? Alors l'imaginaire déjà, c'est ce que j'ai expliqué. Donc on va travailler sur des fictions. Chaque scénario a été illustré par une fiction, mais aussi il y avait une figure d'aménagement qui a été d'ailleurs évoquée au moment de la consultation citoyenne dont j'ai parlé, Imagine le Grand Annecy, qui est la figure de l'archipel.
C'est une figure qui a déjà été utilisée en France, notamment en métropole de Rennes, pour structurer un peu la protection de la ceinture agricole entre les différentes polarités. C'est une figure qui a été utilisée à Berlin au moment d'une intervention de Rem Koolhaas. Et donc, cette figure, nous, on en a hérité, elle vient de la consultation citoyenne, et on a fait 3 scénarios d'archipel, c'est-à-dire 3 scénarios qui protègent ces paysages, ces mers agri-naturelles, qui vont penser le développement urbain autour des polarités existantes, mais qui vont avoir des choix différents sur 4 thématiques principales, donc la question de la sobriété foncière, où est-ce qu'on va concentrer la croissance démographique et c'est quoi le rythme d'artificialisation sur les prochaines années, etc. On a des objectifs différents pour chaque archipel sur la transition aussi des matrices des fameuses mers agri-naturelles, donc la transition agricole et forestière, la mobilité, les flux entre les différentes polarités de l'archipel, les îles, et puis on a travaillé aussi la transition énergétique. Donc ça, c'est tout le volet une figure imaginaire et puis chaque scénario est raconté par une fiction et incarné par un sociotype porteur. Ensuite, on a voulu donc mettre la marque à REP dont je parlais tout de suite, c'est-à-dire la question des métriques, pour permettre aux élus aussi de comprendre que ce qu'on propose a un impact qui va dans le sens des objectifs, parce qu'aujourd'hui, il y a des objectifs d'atténuation, des objectifs d'adaptation au changement climatique que les territoires sont censés respecter. Alors, on voit que tous les ans, on fait glisser la courbe, enfin, l'air sous la courbe, elle augmente parce qu'on fait bouger la date et il y a très peu de rapprochement de l'objectif cible, etc. Mais ils savent que, par exemple, ils doivent réduire leur empreinte carbone pour quasiment l'annuler d'ici 2050. Donc, on a fait appel à 4 grandes métriques, dont l'empreinte carbone, l'empreinte énergétique, l'empreinte mobilité, le rythme d'artificialisation, parce qu'il y a aussi l'objectif ZAN, etc. Et pour chaque scénario, on a montré en quoi les actions proposées permettent de se rapprocher des objectifs cibles. Et à la fin, on a montré que... alors, ils ont fait un choix, donc ça, c'est pas forcément une obligation dans l'exercice prospectif, mais ils ont fait des choix d'action, on va dire, hybrides. On a fini sur un scénario hybride. Et l'ensemble des propositions et l'ensemble des actions qui existent dans ce scénario génèrent, par exemple, si je prends l'empreinte carbone, une réduction de l'empreinte carbone de 70% d'ici 2050. Ce qui est énorme parce qu'on est uniquement sur des leviers d'aménagement du territoire. On est uniquement sur 4 leviers d'aménagement du territoire. Donc, on voit que c'est hyper important aussi de sensibiliser les politiques sur leur rôle. Donc aujourd'hui, ils peuvent jouer un rôle extrêmement important là-dedans, quoi. Donc on n'est pas qu'en train de raconter des trucs sympas ou des futurs souhaitables, etc. Il y a un moment, si c'est ce futur-là dans lequel on s'engage, ça a tel et tel impact et on vient mesurer avec des indicateurs. On vient objectiver. Il y a évidemment des approximations, des règles de 3, etc., etc. Mais quoi qu'il en soit, ça permet, si ce n'est de mesurer l'impact potentiel, en tout cas de comparer les impacts éventuels entre les différents scénarios. Je voudrais bien que tu t'arrêtes là-dessus sans revenir trop sur Annecy. Je suppose qu'il y avait un cadre à la fois institutionnel et politique qui poussait à faire un choix. Et voilà, c'est comme ça. Mais quand même, sur cette question de choisir, d'autant plus que voilà, cette idée... à la fois qu'on est face à l'incertitude, qu'on a des choix, quoi qu'il en soit, on fait des choix au présent, et ne serait-ce que regarder certains futurs, c'est déjà un choix. Donc on a toujours les choix, mais quelque part, on ne peut plus réellement se payer le luxe de choisir un futur. Et pour autant, on a ce réflexe, y compris dans la profession, d'en passer par des scénarios, et puis on choisit. Alors d'habitude, on a scénario A, B et C. Le A est un peu minable, le C on peut pas se le payer, mais le B, regardez monsieur le maire, est plutôt pas mal, et donc il choisit le B. Bon, mais à force de faire ça, à force de jouer à ça, finalement on a du mal à garder les futurs ouverts, et de se dire, et s'il arrive ça, on fait ça, et s'il arrive ça, on fait ça. Enfin, comment on garde une plasticité là-dessus? Comment est-ce qu'à un moment on n'a pas des équipes d'élus, des techniciens qui finalement se disent, bon c'est bon, on a fini de regarder les futurs, maintenant on sait où on va? Comment on garde l'incertitude, en fait, dans le jeu? Si tu as la réponse, c'est pas... Ouais, alors je vais utiliser quand même l'exemple du Grand Annecy. Donc c'était quoi aussi la question du choix dans les scénarios? En fait, pour moi, un peu sur le modèle aussi des scénarios de l'ADEME, les scénarios représentaient des choix politiques, des choix sociétaux différents. C'est-à-dire, c'est pas la même manière de vivre, c'est pas les mêmes efforts à faire, etc. Et donc, on a montré que
la transition. Donc, il y a un scénario qui s'appelle l'archipel négocié. Donc, l'archipel négocié, c'est un scénario qui prend le parti d'un aménagement qui s'appuie sur une forte coopération territoriale, donc au sein de l'agglomération, entre l'urbain, le périurbain et le rural, parce qu'on est aussi sur une agglomération mixte, mais aussi entre le Grand Annecy et les territoires voisins, notamment le Grand Genève. Et donc, on va avoir un investissement public très fort, une gouvernance publique très forte, notamment si je prends par exemple la question de la mobilité, il y a un investissement fort dans les infrastructures de transport qui permettent de décarboner la mobilité, etc. C'est un choix politique, c'est une manière de faire. Ça peut être le choix d'un élu, d'un président d'agglomération, de dire, voilà, je vais investir là-dedans pour conduire ma trajectoire de décarbonation. Il y a un autre archipel qu'on appelle l'archipel diffus, qui est un peu le tendanciel. On va aller dans l'objectif ZAN, etc., parce que de toute façon, le tendanciel est là-dedans, mais où on va quelque part miser sur les technologies vertes, la présence du secteur privé. Si je prends notamment la question de la mobilité, on va dire que on va pas réduire forcément la dépendance à l'automobile, on va pas réduire les distances parcourues. Par contre, on va miser sur l'électrification, le verdissement du parc, etc. Sur la question du ZAN, on va être sur du tendanciel. Dans l'archipel négocié, on va être sur une forte collaboration entre les communes périurbaines, rurales, etc. pour trouver cette logique d'aller dans la compensation. Et le dernier scénario, c'était l'archipel des communs. Donc là, on est dans le changement de comportement, dans le changement de mode de vie. Donc c'est un aménagement du territoire qui s'articule autour de nouvelles pratiques, comme par exemple la mutualisation, la sobriété des mobilités. Donc là, on a une réduction importante des distances, etc. Donc là aussi, c'est un choix politique. Un élu n'annonce pas facilement à ses citoyens, voilà, on va repenser les services pour les rendre plus itinérants, pour réduire les distances parcourues, etc. Donc c'est vraiment des choix complètement différents, qui ne sont pas exclusifs les uns des autres, parce qu'on peut choisir d'avoir une gouvernance publique très forte sur telle thématique et moins forte sur d'autres, etc., mais qui montrent qu'il y a plusieurs manières d'arriver au futur, mais à chaque fois, on n'est pas sûr et certain que, par exemple, en mettant en place une infrastructure de transport en commun qui relie Genève à Annecy, si par exemple on condamne une voie sur l'autoroute et on met en place un transport en commun en site propre ou un bus ou un tramway, etc., on n'est pas sûr que on va réussir à convaincre tant d'automobilistes de passer de la voiture. Donc, il y a toujours une part d'incertitude là-dedans. Et même quand on parle de changement de comportement, changement de pratique, il y a un pari, en fait, sur la manière de faire des personnes, des habitants, des citoyens, des habitants des territoires ruraux, etc. Donc, il y a toujours ce pari, mais un homme politique doit faire des choix dans son engagement, en fait, dans la manière dont il va accompagner l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire dépend aujourd'hui de la gouvernance publique, même s'il y a un impact de la gouvernance citoyenne, un impact de la gouvernance privée qui est absolument présent, mais il y a des choix politiques à faire qui, c'est toujours comme tous les choix politiques, vont faire face à la réalité humaine, c'est-à-dire à l'incertitude, on ne sait pas comment ça va se traduire, etc. On ne sait même pas dans quel contexte économique et mondial on va réussir à le faire, etc. Donc, on fait des choix, on sait que c'est incertain, mais au moins, on inscrit des choses dans des documents d'urbanisme qui permettent de tendre vers cela. Et après, les documents d'urbanisme, on sait qu'on les révise de toute façon. On sait qu'il n'y a pas une action qui est complètement déterministe sur les 15, 20, 30 prochaines années. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais pour moi, on sait qu'il y a une incertitude parce qu'on est vraiment dans le choix politique et le choix sociétal. Et dans ces différents choix, on sait qu'il y a une part qui échappe complètement à la maîtrise humaine. Ouais. Non, c'est le tout, mais oui, tu réponds. On le sait. La question, c'est comment est-ce qu'on arrive à le faire comprendre aussi, et comment est-ce que on revient pas en arrière quelque part aux habitudes qui voudraient nous faire croire qu'on a décidé. On a décidé que le futur, oui, c'est comme ça. On a toujours eu des plans et de la de la programmation et une organisation finalement du devenir de nos territoires sur lequel on n'a jamais fait exactement ce qu'on avait dit. Donc ça c'est des réalités. Mais pour autant, dans ce contexte-là, comment est-ce que on vient aussi dans la méthode prendre acte d'un changement de contexte dans lequel, moi je mets beaucoup cette thématique de l'incertitude, il y en a d'autres, il y a une question d'amplitude, de changement de comportement, etc., mais comment on prend acte
dans la méthode aussi de cette spécificité-là. Et d'ailleurs, sur la méthode, vous avez fait évidemment quelques missions, quelques grosses missions, enfin sur des territoires importants, et je pense que c'est des aventures aussi à vivre. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu en retiens en termes de méthode, déjà peut-être sur ce que tu referas et peut-être ce que tu referas pas? Alors, peut-être juste sur la méthode aussi, ce que je disais aussi par rapport au début sur la prospective, que c'était une affaire d'experts dans les années 50. En fait, dans l'histoire de la prospective, elle s'est démocratisée aussi. Elle s'est ouverte à la participation citoyenne, elle s'est ouverte à même d'autres acteurs qui sont capables d'engager des changements dans la société, etc. Et donc, on se rend compte aujourd'hui que l'ouverture de la prospective au plus grand nombre permet d'enrichir le débat, mais on se rend compte que la prospective elle-même, par sa nature, par son essence, par ce que j'ai expliqué, est capable de démocratisation du débat. Donc on arrive à s'entendre plus facilement parce que personne ne connaît le futur. Parce que personne n'est certain de ce qui va arriver demain. Donc on se retrouve quand même dans des discussions où moi, urbaniste, un élu, un habitant, un acteur économique, on est à peu près au même niveau parce que y a personne qui connaît mieux le futur que l'autre, même si on a des notions sur le changement climatique, des notions économiques, etc. Donc ça, dans la méthode, c'est extrêmement important. Je pense dans l'exercice prospectif, c'est d'ouvrir le champ de la participation aux citoyens. Donc c'était un peu l'objectif de la mission Imagine le Grand Annecy qui nous a beaucoup inspiré, les idées des citoyens, etc. On l'a eu aussi au Luxembourg. Il y avait un comité citoyen qui a fait exactement les mêmes travaux que les 4 équipes lauréates finales et qui a abouti à 90 orientations, un schéma qui était encore plus ambitieux que ce qu'on proposait nous. Donc, je trouve que l'ouverture et la démocratisation de l'exercice prospectif à la participation citoyenne, c'est un point de méthode qui est extrêmement important. Et ensuite, qu'est-ce que je retiens? Alors, je retiens effectivement l'importance de cet exercice. Alors, dans Annecy, c'était pas concomitant parce que on est parti de ce que j'appelais donc l'inquiétude exprimée par les citoyens et on est revenu vers eux. Donc, on a travaillé avec les techniciens, les élus, etc., avec des élus qui venaient quand même de milieux différents parce que ce que je disais, Grand Annecy, il y a du rural, du périurbain, de l'urbain. La ville-centre, c'est 60% de la population. Et à la fin de nos travaux, l'idée, c'était pas de dire, voilà la trajectoire et c'est bon, on va tracer le PLUI-HMB avec ça. On a présenté la démarche de comment on s'est nourri de la participation citoyenne au début, comment on a fait l'exercice de la prospective. On a présenté des fresques, vraiment une traduction par la représentation de ce projet de territoire aux habitants dans 2 expositions, la Biennale du Pacte du Climat et une autre exposition qui a été hébergée par le CAE de Haute-Savoie. Et je trouve ça extrêmement important de faire. Alors, c'est pas de l'indécision, mais c'est bien de faire cet aller-retour, de montrer aux habitants que voilà, on a pris la matière, on s'en est nourri, et puis on vous montre ce qu'on propose et les habitants réagissent là-dessus. Donc, je trouve que cet aller-retour avec les habitants, c'est extrêmement important. Ce que je retiens aussi de l'exercice, des différents exercices, parce qu'il y avait Luxembourg, Grand Annecy, Grand Genève, Dax, que ça revient à ce que je disais au tout début, l'exercice politique est quand même très carré, la réalité politique, c'est très carré, il y a un mandat, etc. Donc, il faut aussi faire énormément de pédagogie quand on fait de l'exercice prospectif, c'est-à-dire quand on se projette très loin, pour montrer que on n'est pas dans le rêve, on n'est pas dans la fiction, mais on est vraiment dans une méthode de travail qui permet de nourrir l'action présente, donc le court terme, donc qui permet d'alimenter les politiques. Et il y a un objectif derrière tout cela, c'est avoir des nouvelles orientations politiques qui sont plus innovantes. Donc, il faut vraiment faire énormément de pédagogie là-dessus parce que tous les élus ne sont pas convaincus aujourd'hui de l'importance de se projeter en 2040, 2050, etc. Et même s'ils sont convaincus qu'il y a un changement climatique, même s'ils sont convaincus que les enjeux du long terme sont extrêmement importants, mais ils ont du mal parfois avec l'exercice. Donc, on a un rôle. Un rôle de pédagogie en amont. Un rôle de pédagogie. Ouais. Pour moi, c'est extrêmement important. Il ne faut pas non plus être sûr de soi et dire voilà, c'est comme ça, la prospective, c'est la science qui va vous permettre de débloquer tous vos problèmes pour le futur. Mais il faut vraiment faire énormément de pédagogie sur la méthode. C'est une manière de faire, c'est une manière de réfléchir. C'est pas vraiment une discipline, mais c'est une méthode de travail qui permet de nourrir l'action présente.
Et je retiens que c'est un bon sujet de conversation et pas un exercice d'expert, à la fois politique, mais aussi citoyen. Hein. Ça, c'est important et ça fait sans doute partie aussi de ce renouveau de la prospective territoriale. En tout cas, je pense que c'est. Mais donc là, tu nous as cité quelques missions. Et donc, tu es parti en voyage ces dernières années dans les futurs de ces territoires-là. Alors, peut-être plutôt comme guide de voyage que comme touriste, mais quoi qu'il en soit, j'ai du mal à croire qu'on parte voyager dans le futur sans en revenir un peu changé, un peu marqué. Qu'est-ce qu'il y a dans ton album photo qu'est-ce que tu as ramené de ces voyages-là? Alors moi, j'ai été surtout marquée par... en fait, j'ai été commissaire d'une exposition en lien avec la prospective sur Annecy, sur le Grand Annecy. Et d'ailleurs, c'est venu, cette exposition, donc c'est le CAE de Haute-Savoie qui l'a hébergée, c'est venu de ce besoin de communiquer sur pourquoi on fait de la prospective. Et c'est quoi le lien entre prospective et les enjeux d'aménagement du territoire. Et ce que je retiens, alors ce qui m'a marqué, ça vient plutôt de l'exposition. Donc j'ai cherché un titre pendant très longtemps, j'ai bossé sur l'exposition pendant des mois. On mettra bien sûr tous les commentaires, tous les liens qui sont présents, et notamment il y a une très bonne série de podcasts publiés par le CAU autour de cette démarche. Mais je t'ai coupé, vas-y. Tout à fait, qui s'appelle Nos Futurs. Voilà. Nos Futurs, pas le slogan punk, mais Nos Futurs avec NOS, Futur S. Et donc l'exposition, j'ai cherché un titre pendant très longtemps, et donc, on avait du mal. Et puis, au final, l'exposition s'appelle Réparer le futur. Et donc, l'idée donc, qui me revient, en fait, de l'ensemble des études que je suis en train de mener ou qu'on a menées par le passé, donc AREP pour le compte des différents territoires, c'est que il y a une partie du futur qui est déjà écrite, que c'est pas une partie très noble. Et donc, c'est peut-être une nouveauté par rapport à l'exercice prospectif ou la futurologie qui a existé avant, parce que, par exemple, dans l'anticipation, dans la science-fiction, dans la projection, la planification, etc., on cherchait toujours plus de prospérité. Surtout, par exemple, dans la planification, on cherchait plus de limites, plus de prospérité. Dans les exercices de projection dans le futur du début du XXe siècle, on voit que voilà, la modernité, elle est porteuse de plein de bonnes nouvelles, etc. Là, aujourd'hui, on nous dit, d'une manière quasi scientifique, que malheureusement, il y a une partie du futur qui n'est pas très bonne. Et donc, c'est celle qui est dictée par le pronostic écologique, etc. Et donc, réparer le futur, c'est dire, il y a une partie qui est déjà écrite. Alors, il ne faut pas, face à ça, croiser les bras, il ne faut pas être pessimiste, il faut au contraire être proactif, réactif. C'est Émile de Girardin qui disait au XIXe siècle que gouverner, c'est prévoir. Et aujourd'hui, il faut construire ce monde plus résilient, plus soutenable, qui permette de vivre avec cette part de changement climatique qui est déjà écrite. Donc, ce que je retiens de mes études et ce que je retiens de l'exposition aussi, c'est que on a besoin d'écrire une partie de l'histoire qui est quand même plus rassurante. Donc, on a besoin de l'imaginer pour ensuite mettre en action le monde de l'aménagement, le monde politique, le monde de la conception, les concepteurs, pour construire ce monde plus résilient. Donc, il faut le faire au plus vite, mais il faut l'imaginer avant. Il faut vraiment accepter qu'il y a une partie qui n'est pas très bonne, faire avec, articuler des futurs possibles avec, donner à voir ces futurs possibles, s'imaginer des trajectoires et à la fin participer à leur mise en place dans le présent. Donc c'est ce que je retiens, donc c'est cet aller-retour entre futur et présent, le besoin donc, de répondre à une inquiétude par un imaginaire qui est plus rassurant. Et puis voilà, hein. Après j'ai appris aussi à comprendre le monde de la futurologie. J'ai découvert des choses extraordinaires parce qu'en fait, dans le monde de la futurologie, il n'y a pas que la prospective. Donc, effectivement, c'est quelque chose que l'on connaît mieux dans notre métier d'aménagement. Mais il y a la dystopie, l'utopie, la science-fiction, l'anticipation. Et chaque manière de penser le futur est extrêmement intéressante et pleine de richesses. Voilà. Bon, écoute, ça nous donne envie d'aller voir le futur pour mieux changer le présent. Peut-être tu as des pistes pour nous d'ailleurs, pour aller plus loin sur ces sujets-là, des pistes de lecture ou autres? Oui, alors, pas forcément lecture, mais je pense à des œuvres. Donc, en œuvre un peu filmique, alors je pense à deux choses. Je pense à une vidéo
ça doit être des années 60 ou des années 50, une vidéo de l'INA sur les enfants qui imaginent l'an 2000. Ah, C'est extraordinaire. En fait, donc pareil, l'exercice un peu prospectif, mais pas fait par des experts, pas fait par des sachants, des scientifiques, des politiques, mais par des enfants. Et c'est une toute petite vidéo, mais qui est extrêmement intéressante, donc j'invite les auditeurs à la regarder. Donc ça donne une idée de ce que c'est que la prospective, parce que les enfants pensent à plusieurs visions du futur, et bon, l'an 2000 est passé, donc ça permet de voir comment cette part d'incertitude dont on parlait. Je pense aussi, alors, une autre œuvre filmique, c'est de Chris Marker, Joli Mai, où il y a une séquence avec deux architectes des années 70 ou des années 60-70 qui imaginent le futur de l'architecture. Et c'est passionnant, c'est extrêmement intéressant. Donc, il y a deux mondes différents, deux visions différentes de l'architecture. Un architecte qui prône la culture des grands ensembles et du besoin de vivre collectivement, et un autre qui prône la maison individuelle. C'est complètement déconnecté des enjeux actuels de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'architecture. Mais c'est vraiment génial. Et c'est de la prospective, hein. C'est une discussion, c'est un débat entre deux architectes qui marchent dans un paysage de tours, de grands ensembles, au début de cette culture des grands ensembles, et qui s'interrogent sur le devenir de l'architecture, et chacun donne un point de vue. Donc, c'est deux trajectoires différentes. Et puis, dernière œuvre, donc c'est toujours pas un livre, mais c'est plutôt des illustrations, une série d'illustrations d'Albert Robida, que j'aime beaucoup. Donc, c'est un illustrateur du 19e siècle, hein, qui imaginait le 20e siècle. Et donc, dans son œuvre, il imagine par exemple l'Hyperloop, enfin l'ancêtre de l'Hyperloop. Il imagine Paris au 20e siècle avec des voitures volantes, des femmes qui conduisent des voitures volantes, de la pollution lumineuse, des choses qui n'existaient pas du tout à l'époque, mais qui ont été imaginées dans son œuvre. Après, bon, il y a plein de choses. Il y a l'utopie de Thomas More, qui, je pense, alors c'est pas de la prospective, mais c'est aussi une manière de s'intéresser au futur, mais où on imagine un monde différent. La ville idéale de Jules Verne. Il imagine la ville d'Amiens. Donc là, il y a pas mal de prospectives, notamment sur l'aménagement du territoire. On trouve plein d'éléments. Donc plein de matières qui montrent que l'homme a toujours cherché, donc l'homme, qui soit expert, qui soit poète, auteur, cinéaste, dessinateur ou citoyen, il a toujours cherché à se représenter le futur. C'est quelque chose en fait de naturel pour prendre du recul sur son présent et essayer d'anticiper les évolutions futures de son monde et de sa société. Donc, pour moi, la prospective, c'est naturel. C'est même pas c'est pas une discipline, c'est un exercice de réflexion naturelle. Tellement humain. Merci beaucoup, Iba Debouc, pour ce partage d'expérience. On ne manquera pas d'en reparler, puisque tout ça, c'est un voyage en cours. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à toi.